Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Nous sommes le 26 août 1944. Paris vient d'être libéré. Dans les rues de la capitale, une foule immense acclame un homme qui descend les Champs-Élysées. Il marche droit, immense silhouette en uniforme, au milieu d'une ville encore secouée par les derniers coups de feu. Et il en reste. Cet homme n'a pas été élu. Il ne dispose pas d'un parti politique puissant. Quelques années plus tôt, presque personne ne connaissait son nom. Quand je dis quelques années, c'est 4 ans plus tôt. Et pourtant, en cet instant, il apparaît comme l'incarnation même de la France. Comment un officier relativement obscur a-t-il pu devenir en quelques années le symbole de la nation tout entière ? La question mérite d'être posée, parce que l'explication la plus simple est sans doute la moins satisfaisante. On pourrait croire que Charles de Gaulle, puisqu'il s'agit bien de lui, est un produit des circonstances, que la défaite de 1940, l'effondrement de l'État, la disparition des élites politiques et militaires ont créé un vide dans lequel il s'est engouffré, que l'histoire en quelque sorte l'a fabriqué. Mais le remarquable travail des historiens récents, comme peut-être le plus récent, Jean-Luc Barré, exceptionnel travail, invite à regarder bien plus loin. Derrière le général du 18 juin se cache un personnage en construction depuis déjà près d'un demi-siècle. Un enfant nourri de récits héroïques, élevé dans une famille où le patriotisme relève presque de la religion. Un jeune homme convaincu très tôt que les nations ne survivent que grâce à quelques individus capables de voir plus loin que les autres. Un officier marginal qui passe des années à dénoncer les faiblesses de l'armée française sans être entendu. Un intellectuel qui réfléchit au rôle du chef, à la nature du pouvoir et au destin des peuples bien avant d'avoir lui-même le moindre pouvoir. Parce que De Gaulle ne surgit pas de nulle part en juin 40. Il est déjà là, formé, préparé, habité par une vision du monde, forgé au contact de sa famille, de ses lectures, de ses échecs aussi et de ses intuitions. Lorsqu'arrive la catastrophe, il ne change pas de nature. Il devient simplement ce qu'il pensait devoir être depuis toujours. Et c'est peut-être là que réside le mystère gaullien. Parce que l'homme qui se proclame à Londres « Français libre », qui se déclare être la France lui-même, n'est pas seulement un militaire refusant la défaite, il est aussi l'héritier d'une longue tradition familiale de résistance au conformisme, le descendant de monarchistes hostiles aux idées dominantes de leur temps. Le fils d'un père marqué par la débâcle de 70, le lecteur passionné de Jeanne d'Arc, de Napoléon, de Péguy et de Bergson, l'homme qui a appris très tôt à penser contre la majorité. Tout au long de cette émission, on va remonter aux sources. On va quitter un instant le chef de la France libre, le fondateur de la Ve République, le géant véritablement du XXe siècle, et vous savez à quel point je le porte haut dans mon cœur, pour retrouver Charles, avant De Gaulle, le petit garçon de Lille, le jeune officier de Saint-Cyr, l'intellectuel solitaire, le prophète ignoré des années 30, l'emmerdeur aussi, il faut le dire, l'homme qui, bien avant d'entrer dans l'histoire, avait déjà commencé à se construire un destin. Parce qu'une question va nous accompagner tout au long de ce voyage, en quelque sorte. Charles de Gaulle est-il devenu le sauveur de la France grâce aux circonstances exceptionnelles de 40, ou bien toute sa vie l'avait-elle préparé à jouer ce rôle ? Pour répondre à cette interrogation, il faut revenir au commencement. Dans une famille où on en apprenait à aimer la France, comme d'autres apprennent une foi. Dans un monde disparu, mesdames, messieurs, oui, fait de souvenirs monarchistes, de catholicisme exigeant, de blessures nationales jamais refermées et d'un sens presque obsessionnel du devoir, là où tout a commencé. Dans 5000 ans d'histoire, De Gaulle, épisode 1, la fabrique d'un destin.
Avant de continuer cette émission, un petit rappel parce que peut-être ça n'a pas encore été très clair pour tout le monde, mais je voulais vous le redire et je suis ravi de pouvoir vous l'annoncer pour ceux qui ne le savent pas. Donc Timeline Podcast est devenu Timeline Radio, oui, ce ne sont plus seulement 2 émissions maintenant, mais plus de 15 programmes qui vous sont offerts, que vous pouvez écouter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la radio, évidemment numérique bien sûr. Vous pouvez, si vous êtes sur iOS, que ce soit un iPhone ou un iPad ou même un ordinateur, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Timeline Radio, tout simplement. Vous pouvez aller sur le site internet qui s'appelle timeline-story.fr, qui regroupe tout ce qu'on sait faire aujourd'hui, à savoir de l'audio, bien sûr, la radio, évidemment, mais de la vidéo petit à petit, parce que oui, maintenant, nous sommes également sur YouTube. C'est la mode, vous le savez, ça fait des années qu'on me tanne, donc j'ai fini par céder aux sirènes, puisqu'on vient de quitter Ulysse il y a quelques semaines, donc j'ai cédé aux sirènes, bien sûr. Nous sommes maintenant visibles sur YouTube. Nous avons une émission en direct tous les mercredis matins, vous pouvez nous voir de 8h10 à 10h10, nous on est 3, parfois avec des invités, où on débat de sujets divers et variés, et puis bientôt, j'espère avant l'été, mais très probablement à partir de la rentrée, une émission en direct tous les jeudis soirs. Là, par contre, ce sera tous les jeudis soirs, de 19h30 à 21h, je pense, où là, des historiens autour de la table débattront de sujets d'actualité, reviendront sur sur l'actualité avec nos yeux d'historiens. Voilà, de vrais historiens, de vrais spécialistes, pas comme on en voit parfois à la télé, qui se proclament des spécialistes autoproclamés. Voilà. Bref, je ferme la parenthèse. J'espère vous voir très vite, prochainement, sur YouTube, où vous pouvez poser vos questions, évidemment, chaque mercredi. Et puis sur le site internet, le nouveau site timeline-story.fr, vous retrouvez toutes les émissions. Et quand vous êtes abonné premium, vous avez aussi l'accès sur le site internet. Voilà, on revient à l'émission. Pour comprendre Charles de Gaulle, donc, il faut commencer par une évidence souvent oubliée. Les hommes ne surgissent jamais de nulle part, même les plus exceptionnels. Bah oui, la génération spontanée, ça n'existe pas plus dans le monde biologique que dans le monde des humains. Même ceux qui semblent avoir été créés par les circonstances. Parce que très souvent on entend ça, oui, De Gaulle, comme c'est des proches qui disaient à propos d'Hitler, De Gaulle lui doit tout. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Avant le général du 18 juin, avant le chef de la France libre, avant le président de la Ve République, il y a quand même un enfant qui naît à Lille le 22 novembre 1890. Et cet enfant arrive quand même dans un univers très particulier, presque à contre-courant de son époque. La France dans laquelle il voit le jour, c'est la France de la Troisième République triomphante. Les républicains consolident leur pouvoir, l'école laïque est en train de se développer, la société se transforme, l'industrialisation progresse. Pourtant, chez les De Gaulle, on regarde tout ça avec une certaine méfiance. Sa famille vit dans une sorte de fidélité obstinée à un monde déjà disparu. On y est profondément catholique, on y demeure monarchiste de cœur, on s'y méfie des modes intellectuels comme des enthousiasmes politiques du moment. On respecte l'autorité, ça oui, la tradition évidemment, l'honneur surtout. Et surtout encore, on cultive une mémoire très vive des blessures de la France. Et cette mémoire est essentielle. Parce que dans la famille de Gaulle, la défaite de 1870 n'est pas un événement historique parmi d'autres, c'est une plaie ouverte. Ah oui, c'était il y a 20 ans, il y a 28 ans. Le père de Charles, Henri de Gaulle, a participé à cette guerre contre la Prusse. Il a vu l'effondrement militaire, la capitulation, l'humiliation nationale. Il a vécu la débâcle, puis les violences de la Commune. Toute sa génération a été marquée par ce traumatisme fondateur. La découverte qu'une grande nation peut s'effondrer si ses élites se montrent incapables de prévoir, de décider et d'agir. Oui, vous avez bien compris, c'est intéressant et c'est extrêmement important à comprendre. La génération de Gaulle, donc née avant la guerre de 14 évidemment, leurs parents ont connu Napoléon III. Ça, c'est incroyable. L'histoire, c'est rien du tout. C'est quelques milliardièmes de seconde dans l'histoire de la Terre. C'est vous dire qu'on est très proche vraiment d'un monde d'avant.
C'est ça qui est extrêmement important à comprendre. 70 ans plus tard, Charles de Gaulle analysera la catastrophe de 1940 avec des mots qui rappellent étrangement ceux utilisés pour expliquer celle de 1870, comme si les deux drames se répondaient, en fait, à travers les deux générations. Cette culture familiale du désastre national nourrit très tôt chez lui une obsession. Comprendre pourquoi les nations tombent et comment, surtout, elles peuvent se relever. Mais l'héritage des De Gaulle ne se limite pas au patriotisme. L'historien Jean-Luc Barré, par exemple, montre que la famille possède un trait beaucoup plus profond, un goût presque instinctif pour la dissidence. Et ça, ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que ça me plaît. Les De Gaulle ne sont pas des révolutionnaires. Ils ne cherchent pas à renverser l'ordre établi, pas du tout le style. Pourtant, ils refusent régulièrement de se soumettre aux idées dominantes de leur époque. Le grand-père écrit des ouvrages historiques, exaltant les traditions françaises, alors que triomphe actuellement, à ce moment-là, la modernité. La grand-mère publie des textes imprégnés de christianisme social dans un siècle qui se veut de plus en plus rationaliste. Les oncles cultivent des passions intellectuelles singulières, parfois marginales. Le père refuse de se rallier pleinement à la République alors même qu'elle paraît définitivement victorieuse. Cette indépendance d'esprit imprègne toute l'atmosphère familiale. On ne demande pas ce que pense la majorité. On cherche surtout ce qui paraît juste. Et cette nuance est fondamentale, très importante. Aujourd'hui, de telles paroles, de telles habitudes, chez les gens, on les traiterait de complotistes. Pas encore à l'époque. Parce que le futur général va apprendre très tôt qu'il est parfois préférable d'avoir raison seul que tort avec tout le monde. Ce qui veut pas dire non plus qu'il faut être régulièrement contre tout le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Alors c'est pas encore de la politique. C'est une manière d'être au monde, si vous voulez. À ça s'ajoute un autre élément décisif, le rapport presque sacré à la France. Dans beaucoup de familles bourgeoises de la fin du XIXe siècle, la patrie est une valeur importante. Chez les De Gaulle, elle devient même une référence permanente. C'est important de revenir sur la genèse du futur général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que le film est sorti là sur les écrans, les batailles de Gaulle, que je n'ai pas encore vu au moment où j'enregistre cette première émission, mais que je verrai entre les deux émissions. Et je sais que, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu, il y a quelques oublis ou quelques, on va dire, quelques passages qui ont sauté, on va dire, et parfois j'ai lu que De Gaulle arrive à Londres et on se demande comment, on se demande pourquoi. Mais si on n'a pas compris, si on ne sait pas comment il est, comment il fait, et comment il est arrivé à Londres, il n'est pas arrivé à Londres par hasard, et c'est ce qu'on va voir dans cette émission, c'est qu'on ne comprend rien. Et que peut-être il y a eu des coupures dans le film parce que je crois qu'il fait presque 3 heures, et que peut-être ils se sont dit, au-delà, ça risque d'être injouable. Bref. Je reviens donc sur le rapport sacré à la France, cette manière d'être au monde chez De Gaulle, donc la patrie, valeur importante, c'est vraiment une référence permanente chez De Gaulle. Et la France, c'est pas seulement un pays en fait, pour eux, c'est une histoire, une continuité, une mission, une civilisation. Les enfants de cette époque-là grandissent au milieu des récits, et pour ça j'insiste sur cette époque-là, de Jeanne d'Arc, de Saint-Louis, d'Henri IV, de Louis XIV. Je ne suis pas encore en train de dire que c'était mieux avant, ça, jamais vous entendrez ça de ma bouche. Par contre, il y a des choses qui étaient plus intéressantes, plus intelligentes qu'avant, quand on donnait envie d'appartenir à cette civilisation, à cette mission, à cette continuité, ce que je viens de dire, c'est logique qu'il fallait passer par les grandes figures nationales qui peuplent l'imaginaire familial. À cette époque-là, on évoquait les batailles, les rois, les saints, les héros, on parlait davantage du destin de la nation que des succès même individuels. Aujourd'hui, un peu moins. On accentue plus sur... C'est pas un regret, c'est l'histoire qui change, c'est la façon de l'expliquer qui change, et peut-être faudra-t-il revenir un petit peu à un mélange des deux, mais il faut pas trop non plus revenir sur la flagellation, parce qu'à ce moment-là, on crée un dégoût plutôt qu'un amour. Mais bon, je ferme la parenthèse. Cette éducation produit chez le petit Charles une conviction qui ne le quittera jamais. L'histoire est faite par des hommes
capables d'incarner quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Il ne s'agit pas encore de se rêver en sauveur, il ne faut pas croire non plus. Il n'est pas là le matin à se regarder dans la glace en disant « un jour je serai président de la République ». C'est pas du tout ça. Mais déjà de croire que certains individus ont un rôle particulier à jouer quand surviennent les grandes crises. Eh bien cette idée, il va la retrouver plus tard, chez Peggy, chez Bergson, dans ses lectures historiques et jusque dans sa propre conception à lui du pouvoir. Il faut dire aussi un mot du climat moral dans lequel il grandit. La discipline y est exigeante, la religion omniprésente, le sens du devoir constant. La famille valorise le travail, la maîtrise de soi, la fidélité à la parole donnée. On ne recherche ni la richesse, ni le confort, on cherche surtout la dignité. Cette morale rigoureuse ne fabrique pas seulement un caractère, en fait elle forge une capacité à résister. Résister à l'échec, c'est important. Résister à l'opinion, c'est tout aussi important. Résister au mode aussi. Résister parfois à l'autorité elle-même quand elle paraît trahir la mission. Et en ce sens, l'esprit du 18 juin existe déjà bien avant 40. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Il n'est évidemment pas encore question de la France libre, bien entendu, mais on trouve déjà les ingrédients qui rendront cette aventure possible, le refus de la résignation, la fidélité à une certaine idée de la France, la conviction que l'honneur commande parfois de désobéir. Le jeune Charles n'a pas encore pleinement conscience de tout ça, c'est évident, Pour l'instant, c'est qu'un enfant de la bourgeoisie catholique lilloise, mais déjà il porte en lui l'héritage de plusieurs générations qui lui ont transmis quelque chose de précieux, la certitude qu'un homme ne doit jamais se laisser définir par son époque. Et c'est peut-être là que commence véritablement l'histoire de Charles de Gaulle.